Bienvenue pour cette dernière conférence de la journée sur un sujet d'actualité, le 4K, l'ultra haute définition. On est ravis de vous accueillir, une salle bien pleine et une estrade aussi bien pleine, donc on va sans doute un peu déborder, mais c'est pas grave. On va pas perdre de temps malgré tout. Cette conférence, l'idée c'est de faire un petit point à la fois sur ce qui existe au niveau des outils de production, de post-production et de faire un peu un état des lieux. Donc je vous présente mes différents orateurs. Je vais commencer directement par ma droite. Donc nous avons Didier Gaud de Grasse Vallée, à ses côtés Nicolas Mestoy de Scolé Marketing, à ses côtés Patrick Profit qui est donc producteur Atmosphère Production, Stéphane Derry de Canon, Jean-Philippe Aguerre d'Avil et Fabien Pisano de Sony. C'est un peu le dossier de l'écran mais sur le 4K. Je disais, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc Nicolas Mestoy de Scolé Marketing, vous venez, je crois que l'étude est en train de sortir, hein, c'est tout frais autour de la 4K Ultra HD. Donc on va commencer avec vous, quelques chiffres, hein, une petite perspective sur le développement du 4K. Oui, bonjour, merci de m'accueillir sur cette conférence. Donc, nous avons réalisé, alors elle ne vient pas de sortir, mais il y a quelques mois, une étude sur le développement de l'UHD dans le monde. L'objectif était un peu de voir où on en était. Y avait-il des développements, des expérimentations? Quelles étaient les perspectives de développement de l'UHD dans le monde? Donc, quelques éléments de cadrage. L'ultra haute définition, vous avez deux normes. L'UHD1, c'est 8 millions de pixels, alors que la Full HD, c'est 2 millions de pixels en définition. Donc, c'est une amélioration, une multiplication par 4 de la définition de l'image. Et l'UHD2, qui est promu par la NHK depuis pas mal d'années, c'est 33 millions de pixels. Juste à titre de référence, le dernier écran Apple, sans faire de publicité, le fameux 5K, c'est 14,7 millions de pixels. Et donc, il y a en quelque sorte une tendance vers l'amélioration de l'image. Et qui plus est, l'UHD dans toutes ses déclinaisons, c'est beaucoup d'améliorations, espace colorimétrique, profondeur de couleur, fréquence d'affichage, un certain nombre d'améliorations qui, semble-t-il, indiquent que l'UHD n'est pas une amélioration marginale, mais une amélioration en profondeur de la qualité perçue par les usagers. Alors, où en est-on aujourd'hui sur le paysage un peu mondial de l'UHD? Alors l'UHD, c'est pas pour aujourd'hui stricto sensu au niveau des usagers, même si vous avez un certain nombre de téléviseurs qui sont vendus. Les premiers promoteurs de l'UHD dans le monde, ce sont les pays asiatiques, à commencer par le Japon et la Corée. Et le premier d'entre eux, c'est la NHK, qui depuis 1972 travaille sur l'ultra haute définition. Ils veulent non pas promouvoir l'UHD première formule à, je dirais, 8 millions de pixels, mais aller directement sur le 33 millions de pixels à l'horizon 2020. Donc d'ores et déjà, ils ont fait un certain nombre d'expérimentations en UHD1, mais ils sont déjà dans des expérimentations UHD2 pour être prêts en 2020 et pour une démocratisation de l'UHD2, 33 millions de pixels, par satellite. Évidemment, compte tenu de la place qui est requise pour diffuser de l'UHD2, ça ne peut pas être de la TNT telle qu'on la connaît, ça peut être que du satellite. Deuxième, je dirais, le challenger du Japon dans le domaine, c'est évidemment la Corée, qui essaye, elle, non pas d'aller vers l'UHD2, je dirais, immédiatement, mais d'aller vers l'UHD1, donc 8 millions de pixels, et ce, dès 2015. Donc, il y a un certain nombre d'expérimentations qui sont conduites en TNT, en satellite et en câble, et une première chaîne du câble qui a été lancée en avril 2014, me semble-t-il, qui s'appelle UMAX, en Corée, et qui diffuse, je dirais, d'ores et déjà en 4K ou en UHD1. Ensuite, je dirais, le paysage dans les autres pays est un peu plus fragmenté, ou en tout cas il y a moins de volonté industrielle ou politique d'aller vers l'UHD. Dans les pays anglo-saxons, on s'en tient à l'initiative privée et aux opérateurs de télévision à péage. Ça peut être Comcast aux États-Unis avec le service Comcast Xfinity qui propose d'ores et déjà de télécharger ou de bénéficier de VOD en 4K, mais c'est des gens que l'on connaît comme Netflix
qui font la promotion de la 4K, promotion qui est un peu paradoxale dans la mesure où personne à peu près sur les réseaux IP ne peut bénéficier d'une réception en 4K. Juste pour diffuser en 4K sur Internet, il faudrait, selon Netflix, de 16 à 20 mégabits par seconde. En moyenne, si vous prenez le Netflix Speed Index, c'est 3 mégabits dans tous les pays. Donc on est très loin aujourd'hui d'avoir une diffusion sur les réseaux IP de contenu 4K. Donc les pays anglo-saxons, c'est plutôt l'initiative privée des opérateurs à péage, comme Xfinity. Ça peut être Sky en Grande-Bretagne, qui va sortir une set-top box l'année prochaine, qui sera compatible 4K. Et je dirais, on a une position intermédiaire de la France, dans laquelle le CSA s'est prononcé début 2013, où on a donné un premier échéancier de passage à la 4K, mais qui est un échéancier indicatif, qui ne préjuge pas je dirais, des réactions des différents acteurs, avec un premier passage, un passage MPEG 2, MPEG 4 pour les chaînes diffusées en TNT en MPEG 2, et ensuite un premier multiplex dit précurseur en 2018 pour une démocratisation en 2020. Alors évidemment tout ceci est indicatif et ça dépendra de la réaction des acteurs. Il y a eu une première expérimentation, je dirais en juin 2014, qui a été sous l'égide de TDF en particulier. On n'a pas eu d'énormes bataillons de chaînes qui se sont précipités pour diffuser en 4K en UHD 1. Ça serait bien effectivement qu'il y ait un peu plus d'acteurs pour pousser un standard qui apparaît en tout cas comme une vraie innovation pour les usagers. Quelle perspective on peut, aujourd'hui on a peu de contenu, mais quelle perspective on peut dessiner aujourd'hui sur la 4K? Alors, vous le savez, la haute définition a été quelque chose qui a très bien marché dans tous les pays. Évidemment, vous aviez des innovations majeures, écran plat, multiplication de la définition par 4 ou par 5. Mais dans l'intervalle, la 3D, ça n'a pas très bien marché sur les téléviseurs. La TV connectée, vous avez beaucoup de téléviseurs qui sont connectables, mais bien peu qui sont connectés. Donc la question qui se pose, c'est véritablement, est-ce que l'UHD est susceptible de marcher? Notre sentiment, c'est qu'il y a une vraie innovation, il y a une baisse des prix, il y a une standardisation précoce, il y a un intérêt manifeste des consommateurs pour une image de qualité. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui laissent à penser que l'UHD sera une technologie qui serait susceptible de se démocratiser, et on peut penser qu'à l'horizon 2020, par exemple en France, on pourrait avoir de 20 à 30% des téléviseurs qui sont en HD. On a l'impression que tout le monde est prêt sauf les chaînes. Vous semblez très bien informé. Est-ce que sur les supports offline, donc le Blu-ray, est-ce qu'on pourrait imaginer un Blu-ray 4K, UHD, c'est dans les tiroirs ça? Alors normalement, le gros problème de l'UHD, c'est comment on va le véhiculer sur des réseaux qui a priori aujourd'hui ne sont pas disposés, enfin ne sont pas configurés, et notamment on pense en France à l'IP, puisque l'ADSL, c'est quand même le deuxième réseau de distribution de la télévision en France. L'IP n'est pas absolument configuré aujourd'hui pour diffuser de l'UHD. Et donc, paradoxalement, l'UHD, c'est peut-être une façon de réhabiliter le Blu-ray, pour autant qu'il y ait un standard du Blu-ray 4K qui soit élaboré. Aujourd'hui, on n'y est pas encore. Théoriquement, ce standard devrait intervenir d'ici quelques mois pour une commercialisation des premiers Blu-ray 4K en fin 2015. Très bien. Merci Nicolas pour cette introduction. Donc malgré tout, chez les constructeurs, on est prêt. Il y a des caméras, il y a des mélangeurs, il y a un réseau, une architecture qui se met en place. Donc Didier Go, chez Grasse Valley, quelle est votre philosophie sur cette stratégie 4K? Bonjour. On a une philosophie, en fait, au départ, on était un petit peu dans l'attente. Donc on a été échaudé au départ par la 3D, en disant on fait des caméras 3D, on met du process pour de la 3D, finalement, chou blanc. Donc on a été un petit peu... on a eu un peu de mal à rentrer dedans, et puis voyant l'attrait du public
il a créé aussi des productions de compagnies, des compagnies de production pour la 4K. On s'est dit, tiens, faisons une caméra 4K et voyons un workflow 4K total. Donc, moi j'ai un support. Je vais revenir un petit peu sur ce qu'a dit Nicolas. Donc là, j'ai essayé de faire assez vite. Hein. Donc les trains, donc, au niveau mondial, on va passer aussi sur comment on capture l'image 4K. Et aussi, alors, tous les problèmes qu'on peut avoir dans la capture de l'image, hein, luminosité, profondeur de champ, etc. etc. Et puis, je vous ferai voir ce qu'on a fait récemment sur un Grand Prix à Misano, Grand Prix MotoGP, où on a pris des images 4K sur de la moto avec des beaux ralentis et belles choses. Ça a été présenté à l'IPC avec le BI. Alors, donc ça c'est notre portfolio, bon, tout est 4K là-dedans, donc aujourd'hui on va pas parler de tout ça, hein. Clairement on va plutôt focaliser sur la caméra, éventuellement les mélangeurs et peut-être aussi les systèmes de ralenti qui sont eux aussi 4K. Il faut savoir que faire une image 4K c'est bien, mais la traiter dans le mode live c'est aussi hyper important, très important. C'est-à-dire que dans un mode live on n'a pas un mode cinéma, on n'a pas un mode reportage, on a un mode live, donc il faut de l'image rapide, il faut pouvoir faire du zoom, il faut pouvoir avoir de la précision, de la profondeur de champ et beaucoup de sensibilité. Alors, sensibilité, merci, sensibilité c'est moi. Je ne sais pas si c'est très visible ça, d'accord. On s'aperçoit qu'il y a vraiment un mouvement de la 4K, voire de la 8K maintenant, hein, à chaque fois qu'on va avoir un gros événement sportif. Là on s'aperçoit que jusqu'en 2025, donc c'est une projection OBU, pardon, donc jusqu'en 2025 on va avoir, on pense avoir un mass market en 2025. Alors là quand on dit mass market, c'est mass market du téléviseur, d'accord, donc les fabricants type Samsung, Sony et autres. Ça c'est une étude que nous avons réalisée chez Grasse Valley. On est allé voir nos clients qui sont producteurs et on leur a dit voilà, si dans les 2-3 années vous aviez à investir dans un format, c'est-à-dire on refait un quart de reportage, on fait une régie fly, on fait des événements, des équipements pour du live, dans quoi investiriez-vous? Alors c'est assez parlant, 37% des gens nous ont dit 3G, 1080p, 31% disent nous on veut de la 4K. Il y a quelque chose de plus, c'est 4,4% disent on veut de la 8K. Alors là moi je pense que ça ce sont plutôt des gens qui sont basés au Japon, type NHK. Et il y a quelque chose qui est encore plus impressionnant, c'est le 2,5% qui disent nous on veut de l'IP. Voilà, ils disent mon infrastructure, ma prise d'image, mon traitement d'image c'est que de l'IP. Voilà, je veux rien voir d'autre. Je veux un câble, je veux de l'IP. Étude importante et intéressante. Ça, c'est à quelle vitesse on va adopter le marché. Donc on regarde, hein, si vous regardez bien, le marché de la cassette c'était 14 ans, le marché du CD c'était à peu près la même chose, 9 ans pour tout ce qui va être le DVD. La HDTV était beaucoup plus rapide, hein, c'est quasiment une droite, et on se rend compte que l'UHD, même chose. Donc on a des cycles d'adoption qui sont de plus en plus rapides en fonction des formats. Ce qui nous a poussé à faire des caméras 4K et se lancer dans le format, attention. Donc et après, où est-ce que ça va se passer? Donc ça c'est le dernier slide pour compléter un peu ce que tu viens de dire. C'est surtout l'Asie, la Chine qui va acheter, après l'Amérique du Nord, suivi évidemment par l'Europe de l'Ouest, hein, et puis après tous les autres petits. Je pense qu'il y a, ça c'est en termes de... Je parlais de quelqu'un d'autre. On est en termes de volume d'achat. Il faut voir que le Moyen-Orient, en fait, ce sont des gens qui investissent déjà dans la 4K d'une manière assez importante. Donc ils sont tout petits en haut parce qu'ils sont mélangés à l'Afrique et ils sont en train d'investir énormément. Voilà, alors comment on va capturer de l'image? Je vais essayer de faire vite. Chez Grasse Valley, enfin en tout cas, l'image, on la capture, d'abord on a 4. Une fois qu'on l'a capturé, on va avoir 4 signaux, 4 quadrants, 1080p. Donc ça c'est pour le format qu'on va sortir, les signaux qu'on va sortir. Il existe des formats de transmission, un format de transmission, donc un c'est le H265, si vous comparez H264 à H265, donc là on parle 4K. Donc c'est vraiment 4K compressé pour de la transmission, donc on n'en parle pas aujourd'hui. Et puis il y a plein de codeurs, décodeurs qui existent déjà sur le marché. Alors, évidemment, ce que je disais tout à fait en introduction, on va avoir des limitations liées à l'optique.
Pourquoi? Parce que la 4K étant, comme tu le disais si bien, très définie, les optiques actuelles montées sur les caméras actuelles ne vont pas avoir le même rendu. D'accord? On va perdre en sensitivité. On va avoir des problèmes de zoom, on va avoir des problèmes de focus, d'accord? Toutes ces choses-là, il faut en tenir compte. Donc après, on a trois options. Soit on prend des lentilles cinéma. Alors la lentille cinéma, qu'est-ce que ça va faire? C'est-à-dire là, si on fait du sport, je mets dans les chaussures du gars qui fait du sport quand même ou du live. Hein. Qu'est-ce qu'on va avoir si on prend ça? Ben, on va pas pouvoir faire un zoom. Si j'ai une 100 fois, j'ai une optique 100 fois, je vais pas pouvoir faire un zoom sur un gars, revenir, avoir de la profondeur de champ. Je vais être limité dans une profondeur de champ très très courte. Donc on va voir toutes les histoires de blur, c'est-à-dire de flou devant derrière, très beau en cinéma, super, c'est ce qu'il faut. Dans du sport, dans du live, on veut pas ça, on veut avoir de la netteté, une netteté assez profonde. Qu'est-ce qu'on a? On va avoir un autre problème, c'est si jamais on utilise des lentilles classiques avec sur des montres pour des caméras ciné, d'accord, donc avec un seul capteur. Là, on va avoir le plus mauvais compromis parce qu'on va dégrader l'image et on va avoir une mauvaise lentille HD, on va avoir le résultat d'une mauvaise lentille HD sur notre caméra. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Et puis il y a la troisième option, celle que Graziale a choisie, c'est-à-dire utiliser le parc actuel de caméras de lentilles qui sont de très bonne qualité et créer à partir de caméras existantes une image 4K. Donc nous on le fait avec des capteurs de tiers d'image. Ça change. Je sais pas. Si. Donc les options, hein, ce que je disais, donc un imageur, donc un capteur 4K. Alors le capteur 4K, il va être utilisé avec un filtre Bayer. Si vous voulez les détails, on verra après. Ou alors on met, donc ça c'est gros, hein, donc c'est un gros capteur. Ou alors si on veut de la profondeur de champ, si on veut pouvoir zoomer, etc. dedans, on met trois capteurs comme ceci. Alors là, attention, vous voyez un peu la taille de la caméra, ça devient très gros. Ou alors on met 4 capteurs de tiers de pouce, ou alors, ce que nous avons choisi chez Graziale, on conserve nos 3 capteurs de tiers de pouce et on utilise la résolution complète de nos capteurs. Et au bout du compte, on arrive à sortir une image qu'on va appeler 6K brut, et on en retransforme en 4K. D'accord? Donc le concept, hein, c'est simple, hein, on a regardé comment travaillaient les gens avec leur caméra, on a dit on veut rien changer, on veut surtout vous faire des économies sur votre parc d'optique. Je suis désolé Stéphane. Et donc investissement moindre, et puis utiliser et avoir les mêmes méthodes de travail dans le live et dans le sport. C'est-à-dire qu'un caméraman, et on a fait l'exercice, un caméraman va filmer de la même manière avec une caméra 4K qu'avec une caméra HD en 1080p ou 1080p. D'accord? Donc ça c'est un peu, bon ça on va peut-être aller très vite, hein. C'est la manière dont on a réfléchi, on a sorti nos produits. Le premier produit en 2013 à l'IBC c'était une mini caméra avec trois câbles en 6K, puis on convertissait en 4K. NAB, on a tout mis dans la même boîte. IBC, on a fait une caméra système telle que celles qui sont là, qui sont des Sony. On a fait une caméra système Graziale avec une fibre qui sort de la caméra, direction un CCU, qu'on appelle un XCU, avec nos 4 BNC qui sortent pour les 4 caméras. 1080p chaque caméra. Voilà, ce qu'on avait, ça c'est une image de ce qu'avait IBC, donc c'est le retour au VU. Donc on filmait 4K, la course de moto, et on avait un retour, donc on envoyait ça à l'EBU montait sur satellite, redescendait du 4K, et il y avait ça sur le stand de l'EBU à l'IBC. D'accord? Donc sur un workflow typique, ça fait ça. Hein. D'un côté, on peut avoir. Alors celui-ci est intéressant parce qu'il est hybride. Donc je vous ai dit, hein, on a une gamme de produits où on va pouvoir faire entrer de la 4K, mais aussi on va pouvoir traiter des signaux, tout type de signaux dans la même infrastructure. C'est-à-dire que là, on va avoir, on peut faire deux prods, une prod 4K, une prod HD 1080p, voire 1080i. On va traiter les signaux de la même manière, de la même manière, à l'intérieur de notre système. Donc on a deux workflows, un workflow 4K, on va avoir un workflow HD, et comme ça les cartes de reportage sont très contents, les compagnies de production sont très contentes pouvoir jouer avec ces deux possibilités, avoir deux productions en parallèle. Voilà, la partie en haut à gauche, si on oublie les caméras, les serveurs de ralenti qui sont eux aussi en 4K ont une particularité, c'est qu'on va savoir faire des zooms. Typiquement, si vous regardez une moto qui tombe, il y a une pièce métallique qui va s'envoler.
et on va pouvoir zoomer sur la pièce métallique directement à partir du serveur. On va pouvoir suivre, traquer la pièce métallique dans une définition qui sera moindre que 4K, parce qu'on a filmé en 4K et on peut éventuellement faire de l'HD directement, mais la définition d'image sera très très bonne. Voilà. Ça c'est notre vision, c'est vraiment notre vision de la 4K. Et juste pour vous rappeler, donc c'est 3 capteurs. Pourquoi? Pour meilleure sensibilité, profondeur de champ, on conserve nos optiques, enfin vos optiques, on va les conserver, on conserve les optiques de nos clients. Ce qui est important dans le sport et live, et là je suis vraiment toujours dans le sport et live, c'est profondeur de champ, focus, pouvoir changer, pouvoir zoomer sur des gens sans avoir besoin de faire plein de réglages. On a un workflow complet, donc c'est-à-dire qu'on va prendre l'image, on va la distribuer, on va même la distribuer en H265, on peut la passer sur les réseaux, et puis on va utiliser nos caméras et les workflows comme on faisait avant. Donc il n'y a pas vraiment, on ne va pas changer du tout au tout. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la chose. Merci. Merci Olivier. Stéphane Derry, chez Canon c'est une approche un peu différente. Vous avez été pareil, parmi les premiers un peu à démocratiser le 4K avec deux modèles, un réflexe un peu haut de gamme et une caméra de la série EOS, la C500. Aujourd'hui, la C500 est sortie il y a 2 ans maintenant. Elle est sortie en 2012 déjà. Voilà, c'est ça. Peut-être un petit rappel et un petit point d'étape où vous en êtes avec cette approche et ce background sur le 4K. Alors, pour nous, l'idée, c'est qu'on est fabricant à la fois d'optique et de caméra. Donc l'approche est forcément différente, puis il y a beaucoup plus de travail à faire puisqu'il y a différents produits à développer. On a mis le doigt, je dirais, dans le 4K avec l'appareil photo, ce qui était une suite logique pour nous par rapport au 5D Mark II, qui lui ne passait que de la HD, avec l'EOS 1DC, pour ceux qui connaissent, c'est un boîtier photo, qui est un très bon boîtier qui fait des photos aussi, et qui enregistre de la 4K mais compressée, qui correspond à une demande du marché. Alors il ne s'agit pas d'aller faire un long métrage avec beaucoup d'effets spéciaux, puisque forcément vous êtes en MJPEG, donc avec une compression, mais ça permet de répondre sur des besoins de documentaire ou autres avec une qualité 4K. Et parallèlement, en même temps que cette sortie-là, on a lancé l'EOS C500, donc la deuxième de la famille au cinéma, après la C300, qui là est un caméscope qui n'enregistre à l'opposé que du RAW, c'est-à-dire que des images non compressées. La réflexion qu'on a eue en regardant ces deux extrêmes, puisqu'on est vraiment sur ces deux extrêmes, et Didier le disait très bien, c'est qu'il y avait un besoin aussi sur les optiques. C'est qu'à un moment, c'est vrai que la formule d'utiliser des optiques photo sur des outils comme cela est bonne, mais une optique photo, ça a ses limites, ça couvre 2 fois, 3 fois les rapports. Didier parlait de 100 fois qu'il y a une optique Canon, vous avez sur tous les terrains de football, on est très loin que vous partiez d'une optique photo ou d'une optique cinéma même. Donc on a commencé à développer des optiques aussi, il y a 2 ans également, on en a développé une quinzaine en l'espace de 2 ans, avec là récemment, et je vous encourage à venir la voir avant qu'elle ne quitte le salon puisqu'elle n'a qu'une journée, une solution qui est apportée, alors est-ce qu'on trouvera les cadreurs pour pouvoir l'utiliser, sur les plans très très serrés dont ont besoin les gens qui font du live. Que vous fassiez du concert ou du sport, ça c'est une vraie demande sur le 4K, vous avez toujours besoin d'être éloigné d'une scène et d'aller chercher des plans rapprochés, et on a une limite en cinéma qui est à 300 ou 350 mm je crois, qui est un optimode chez Ingénieux, et l'idée c'était d'aller beaucoup plus loin que ça, donc on a sorti une optique qui couvre de 50 à 1000 mm, qui permet justement de pouvoir répondre à des demandes. Alors le football, je pense qu'on n'y est pas encore. L'approche de tiers de pouce semble intéressante aussi dans une logique économique. Une optique a une durée de vie qui est très longue, qui est de 10 ans en général. Nos clients les ont achetés il y a 5 ans maximum, donc ils ont envie de les exploiter. Donc dans ce sens-là, c'est vrai que l'approche de tiers est bonne. Par contre, sur les concerts, il y en a eu encore récemment, on se rend compte que quelle que soit la caméra, ces notions de pouvoir être loin d'une scène et de pouvoir ramener une image étaient très importantes. Donc là, ce qu'on attend, puisqu'évidemment tout le monde se doute, Canon a été vraiment un des précurseurs sur les gros capteurs, à travers les appareils photo, à travers les au cinéma. Aujourd'hui, on a notre caméra principale qui est l'EOS C300 qui fête ses 3 ans, jour pour jour, puisque c'était il y a 3 ans au Satis.
Quelle évolution par rapport justement à ces codecs. Ce qu'on cherche aujourd'hui à développer, c'est vraiment un standard pour les caméscopes qui soit plus ou moins universel. Si on parle de notre MJPEG sur nos appareils photo, c'est pas un codec universel. L'XAVC, même si ça reste un très bon codec, n'est pas encore un standard universel. Donc on attend vraiment d'avoir quelque chose qui sort, notamment l'H265, pour développer d'autres caméscopes en 4K, mais où on n'enferme pas les gens dans un modèle de codec propre à une marque. Donc voilà les évolutions pour nous. Et les caméras C500 ou 1DC sont utilisées majoritairement sur quel type de production? C'est de la grosse production, c'est de la production indépendante? Est-ce qu'il y a un peu un profil type? Alors là c'est lié, la C500 qui est RAW est beaucoup utilisée sur des gros films. En France, le dernier film de Claude Lelouch, aux États-Unis, le dernier Scorsese, des films comme Need for Speed qui sont des gros blockbusters américains, la série 24 heures sont des émissions qui se tournent, ou des films qui se tournent avec la C500. Donc simplement parce qu'elle a les inconvénients aussi de ses avantages. C'est une caméra qui ne compresse pas, donc qui fait des rushs de 16 gigas la minute. Donc il faut vraiment une organisation pour pouvoir le faire. À l'opposé, sur le 1DC qui compresse mais qui ramène quand même cette qualité, on a beaucoup de documentaires. Le prochain doc de Jacques Perrin qui sort en décembre, Une nuit sur Terre, qui a été tourné avec l'EOS 1DC. On a beaucoup de programmes de National Geographic, etc. qui sont faits avec des 1DC. Donc c'est vraiment les deux tendances qu'il y a, du long métrage sur la partie RAW et C500 et sur les appareils photo du documentaire. Très bien. Fabien Pisano, Sony, vous avez aussi une approche à la fois différente et proche, avec une gamme de caméras assez étendue, la petite dernière qui est sur la table. Voilà, de la F65 pour le cinéma numérique, il y a des modèles plus accessibles comme celui-ci. Petit retour d'expérience aujourd'hui? Oui, d'accord. Alors, donc oui, la 4K, c'est une longue histoire aussi. Sony, un japonais parmi tous les japonais autour de la table aujourd'hui, donc toujours avoir envie d'améliorer l'image. Et donc aujourd'hui, on est sur la tentative d'amener le 4K sur une chaîne complète de la captation à la diffusion, avec toutes les différentes étapes que Didier a mentionnées. Donc nous, la 4K, ça a commencé avant tout avec la F65 en 2011, qui est une caméra de cinéma numérique, qui pour le coup n'est faite quasiment que pour le cinéma numérique. Pour votre gouverne, par exemple, si vous êtes allé voir le dernier Luc Besson, Lucie, c'est un film qui a été tourné en 4K avec cette caméra F65. La Palme d'Or aussi, Winter Sleep, le dernier festival de Cannes aussi, c'est la F65. Et donc ça c'était il y a 4 ans. Et on est progressivement allé, donc le 4K il existe dans le cinéma depuis longtemps, on n'a pas attendu le numérique. La pellicule est déjà scannée dans la résolution 4K pour l'archivage et le travail d'effets spéciaux depuis de nombreuses années. Donc c'était plutôt le numérique qui rattrapait un petit peu le workflow pellicule à cet endroit-là. Et puis voilà, depuis 3 ans, comme Stéphane et Didier l'ont dit, le 4K arrive dans sa forme ultra haute définition, hein, donc on dit UHD quand c'est de la télé, puisqu'on est sur un ratio qui est plus proche que 4 fois celui du 16 neuvième. Et donc on a commencé à voir apparaître des outils plus compacts, donc C500, chez Sony c'était la F5 et F55. Donc pour la F55 je laisserai Patrick en parler mieux que moi, puisque c'est un utilisateur qui fait du documentaire haut de gamme, qui vend en France et à l'étranger en F55. D'ailleurs le mieux pour le 4K c'est de voir des images, si vous voulez voir les magnifiques images faites de docu sous la VESI française, c'est sur un écran 4K qui est sur le stand Sony juste derrière vous, donc après la conférence venez voir ça, c'est ce qui parle le plus, hein, ce qui donne le plus envie de faire du 4K, c'est de voir des images. Donc voilà, ça c'était il y a 2 ans, ça a bien marché les F5 et 55, il y en a plus de 2500 maintenant en Europe, et en termes d'application c'est principalement donc, le docu haut de gamme à destination vente internationale comme fait Patrick, mais aussi la fiction et le long métrage. Et puis la démocratisation arrivant, on arrive maintenant, on continue à décliner le 4K plus vers des applications télé,
Donc avec cette nouvelle caméra ici qu'on présente au Satis pour la première fois, qui est sortie à IBC, qui s'appelle la FS7, vous voyez, j'arrive à la porter avec une seule main. C'est une caméra 4K dédiée au magazine, au documentaire, qui est dans la gamme XD-Cam, donc chez Sony, l'évolution de toutes les caméras habituelles depuis 20 ans, mono-opérateur, c'est-à-dire que c'est une caméra qui s'exploite tout seul, avec un opérateur, avec toute l'accessibilité, les motorisations et la manière de travailler d'une caméra classique, dite magazine, prod, voire news. Et voilà, ça s'appelle la FS7. Et ça va encore plus loin, puisque maintenant, donc comme le 1DC, qui est un appareil réflexe qui permet de faire à la fois de la photo et de la vidéo en 4K, nous chez Sony on a l'Alpha 7S, qui est, alors Florence, si tu peux le montrer, on l'a amené aussi. Florence chez Sony vous montre, c'est un appareil photo avant tout, hein, c'est un petit appareil photo compact sans miroir. Et dessus, vous voyez qu'on peut aujourd'hui travailler du 4K directement avec un appareil comme ça. Donc on met un enregistreur, celui que vous voyez au-dessus c'est l'Atomos, okay, c'est la première fois qu'on le montre ici en Europe, donc il est sur notre stand. Et devant on peut mettre un objectif comme celui-là, un objectif PL cinéma, voilà, en reconstruisant à partir d'un boîtier qui est avant tout fait pour la photo, finalement un outil de captation 4K qui est destiné à tout le monde. Donc en conclusion, je dirais qu'aujourd'hui pour la partie prise de vue production, que ce soit pour le sport comme Didier l'a mentionné, que ce soit pour le long métrage comme Stéphane l'a mentionné, ou maintenant pour le corporate, l'éducation, le magazine, le docu, tous les outils existent. Et je ferai une petite conclusion sur le codec, juste pour te reprendre un peu Stéphane. Le XAVC, il n'est absolument pas fermé, c'est du MPEG-4, hein. Donc c'est du MPEG-4 par 10. Dans son format 5.2, c'est 100% ouvert. Vous prenez un fichier XAVC qui sort de cette caméra, ici, sur la petite carte XQD. Vous mettez ça dans un ordinateur, vous sortez VLC et vous lisez. Donc c'est du MPEG-4 100% ouvert. Je posais la question tout à l'heure à Patrick, mais si je me fais l'avocat du diable, pourquoi tourner en 4K aujourd'hui alors? Parce qu'il y a pas, on vient de dire qu'il n'y a pas de diffuseur, il y a quand même... Alors déjà, est-ce qu'il y a un surcoût et pourquoi tourner en 4K? Alors si je peux le dire vite fait, puis après il vaut mieux laisser passer la parole à Patrick qui vraiment lui fait de la production dans son métier principal. Moi je dirais deux choses. Premièrement, le 4K ne se destine pas à toutes les productions. C'est la production patrimoniale, c'est-à-dire c'est la qualité, c'est pour du programme de stock. C'est du programme qu'on va garder, c'est du programme qu'on va exploiter sur de nombreuses années. Et aujourd'hui, un long métrage, une série, une fiction, ce que fait Patrick, du documentaire sur des familles en Sulawesi, etc. C'est du patrimonial. Et donc ça va pouvoir être exploité aujourd'hui en SD, voire en HD. Et demain en 4K. Donc ça veut dire qu'il y aura une longue vie du programme. Ça c'est le point numéro 1. D'accord ? Le point numéro 2, c'est que le 4K est un outil de production, un outil graphique. Didier parlait de la possibilité de recadrer en live pour aller faire des zooms au-delà de la capacité du zoom. Ça se fait tous les jours aujourd'hui. Je peux vous citer au moins 4 ou 5 productions qui tournent en 4K pour faire de la HD parce que derrière ils vont cropper, derrière ils vont stabiliser leur image et c'est un outil de production pour eux. Donc voilà déjà deux premières raisons. Et la dernière, on espère un jour voir tous du 4K à la maison. Donc Patrick, une partie de la question a déjà été répondue, mais c'est pas grave, on va la voir avec. Il a déjà tout dit, donc je ne sais pas ce que je vais dire en plus derrière. Donc c'est vrai que nous on a décidé de s'équiper en 4K il y a à peu près 2 ans. On a été le premier pratiquement à acheter la S55 de Sony. C'est vrai que ça peut paraître un tout petit peu débile parce que moi je tourne en 4K, je monte en HD, c'est diffusé sur France 5 qui diffuse encore en SD. Donc c'est vrai que ça peut paraître un tout petit peu bobogne par rapport à tout ça. Mais effectivement, bon déjà, ce que disait Fabien, c'est sur, moi on a une spécialisation sur l'ethnologie. C'est vrai qu'on travaille beaucoup pour le patrimonial, donc pour stocker effectivement la totalité des images qu'on a tournées maintenant et que quelque part elles seront encore en vigueur après pour les retraités. Donc il est clair que à l'heure actuelle, si on ne gonfle pas les images qui avaient été tournées il y a ne serait-ce que 6-7 ans à partir de la SD, elles n'auront aucune qualité acceptable pour passer sur une chaîne de télévision. Donc je pense qu'il vaut mieux regarder un petit peu sur l'avenir. Maintenant sur le travail en 4K, notamment par rapport à ce qu'on faisait éventuellement avant en HD,
c'est plus lourd. Je vous le dis honnêtement, c'est beaucoup plus lourd. C'est plus lourd techniquement sur le terrain. Déjà la caméra, elle est beaucoup plus lourde. Je peux vous dire que quand on rentre le soir après avoir tourné, on est bien content de se coucher. Donc ça déjà, elle n'est pas ergonomique, pas adaptée comme une caméra effectivement d'épaule, mais je ne sais pas si Canon, c'est pareil, c'est exactement la même chose. On revient de mon point de vue, parce que je suis plus tout à fait jeune, donc j'avais commencé à tourner effectivement en film, on revient totalement aux fondamentaux. Donc c'est pas plus mal, parce qu'on fait attention quand même à un certain nombre de choses, on fait plus attention aux détails, etc., etc. Pour la post-production, effectivement, après derrière, c'est beaucoup plus lourd aussi, parce que avant je rentrais, j'avais mes cassettes, je les mettais dans un magnétoscope, il n'y avait pas de souci, on rentrait en phase de montage. Maintenant, je suis obligé d'attendre une semaine pour que systématiquement on parte de mes images 4K, qu'on me fasse un transfert en HD pour pouvoir après effectivement monter. Donc il y a quelques petites frustrations effectivement qui rentrent en ligne de compte. Mais sinon, à part ça, quand vous avez une qualité d'image en 50p, je rentre de Madagascar là, à l'heure actuelle, je peux vous dire, c'est royal. Et je ne regrette pas du tout effectivement de m'être équipé à ce niveau-là. On se connaît avec Patrick depuis un certain nombre d'années. C'est vrai, lorsqu'il y a 10-12 ans, la HD se lançait en France, je dirais, des atouts et de dire la HD, ça permet de mieux vendre ses productions. Est-ce que le 4K Ultra HD, c'est aussi une source de financement possible pour de la coproduction ou de la vente à l'étranger, notamment vers l'Asie, qui semble être les pays pour le moment les plus en pointe? Alors c'est déjà un argument de vente pour les pays extérieurs. Donc là, c'est vrai que pour la Corée, par exemple, la Corée, on est en attente sur un achat de 2,52 à 80 minutes qu'on a tourné effectivement en 4K. Par contre, l'argument de vente, c'est qu'on a une meilleure qualité, quoi qu'on puisse en dire, après avoir tourné en 4K, quand on travaille en HD. Donc l'argument, c'est que déjà, quand vous commencez à dire à la totalité des chaînes de télévision à l'international que vous avez tourné en 4K, ça donne aussi un petit plus. Alors, Jean-Philippe, est-ce que c'est compliqué la post-production en 4K? On a l'impression que c'est un peu la pierre qui manque là. Tout à fait. D'ailleurs, c'est effectivement, Patrick l'a bien expliqué. Aujourd'hui, on a les moyens, vous avez les moyens de tourner en 4K, mais effectivement, la problématique vient au niveau de la post-production. Patrick l'a aussi très bien exprimé, c'est-à-dire qu'on revient effectivement aux fondamentaux, on revient au film, et c'est vrai qu'en post-production film, qu'est-ce qu'on fait? On tire les négatifs et on travaille sur une maquette. Donc aujourd'hui, on va tourner en 4K, mais la plupart de la post-production va se faire en HD, voire effectivement en SD. Pourquoi? Parce que ça sous-entend, évidemment, la 4K, un traitement énorme, de par le poids, la taille des fichiers, ça sous-entend d'investir dans une machine, on va dire du stockage, pour faire plus simple, et quand on a des masses de rush, évidemment, c'est pas simple du tout. Donc aujourd'hui, comme en film, on travaille en maquette et on finit par une conformation sur la grosse machine qui est la grosse machine avec le gros stockage, peut traiter en 4K. Et ça veut dire que tout au long de la chaîne de post-production, l'image 4K on l'a vu au début et au final on la verra qu'à la fin. Tout le montage de la post-prod, c'est de l'HD. Bon, cela dit, ça fonctionne très bien, mais c'est pas très, je dirais, ergonomique, parce qu'à un moment donné, on veut pouvoir avoir une vraie image 4K. Ça peut paraître étonnant, mais chez Avid, aujourd'hui, on n'est pas du tout 4K ready, mais absolument pas. On va l'être à partir de décembre, tout simplement parce qu'en post-production, aujourd'hui, on sait très bien comment ça se passe la post-production pour des médias en 4K, tout se fait en HD. Qu'effectivement, il n'y a pas réellement de diffuseurs ou de canaux pour délivrer directement en 4K. Et d'autre part que ça nécessite aussi effectivement de changer un certain nombre de choses comme le parc, les systèmes, etc. Donc pour pallier à ça, je ne sais pas si j'ai le petit PowerPoint qui s'affiche, là, mais pas sur l'écran. Là, il est là, voilà. Tout à fait, si ça fait play. Voilà, c'était juste pour expliquer que à partir de décembre, on va effectivement dans les produits Avid avoir la possibilité de travailler nativement en 4K. Donc nativement en 4K, ça veut dire qu'évidemment, basé sur les standardisations, donc les projets Ultra HD, 2K, 4K, on va avoir des presets déjà pour avoir un projet. On va aussi pouvoir directement récupérer tous les codecs, parce qu'évidemment il faut être un maximum ouvert, quel que soit le constructeur, quelle que soit la caméra, il faut récupérer l'image, donc ça on va pouvoir la récupérer nativement, l'exploiter nativement si on le souhaite, et on va aussi pouvoir la travailler différemment
On a mis en place, on va mettre en place précisément à partir de décembre ou dans tous les systèmes à vide, un codec en fait, un codec qu'on a appelé DNX HR. On peut afficher la petite slide. Juste là, d'accord, et derrière moi, c'est parce que je regarde là-bas, je la vois pas, excusez-moi. Donc juste une petite précision, c'est pas un codec supplémentaire, parce qu'évidemment il y a foule de codecs, chaque caméra a son propre codec. Le débat est de ne pas dire ce codec est meilleur qu'un autre, c'est juste trouver un format pivot qui puisse être adapté à une post-production. Aujourd'hui en post-production on ne travaille pas tout seul, effectivement on a cité des exemples de films, de gros films, là on se retrouve avec un pool d'une dizaine de monteurs, voire d'une vingtaine de monteurs, sans compter les mixeurs, sans compter les effets spéciaux, donc il y a des échanges dans tous les sens de médias, et à un moment donné on choisit d'avoir un format pivot. Donc là l'idée c'est d'avoir le DNX HR pour haute résolution, différents, je dirais, qualités de codec qui vont de la qualité, je dirais, 4K, 444, 10 bits, avec dans le futur du 12 bits, du 16 bits, vraiment pour avoir directement une diffusion 4K, mais compressée, adaptée pour qu'on puisse se partager, qu'on n'ait pas besoin de changer de machine, c'est-à-dire qu'avec cela, on va pouvoir lire une image 4K sur un ordinateur d'il y a 4 ans. Et on va pouvoir aussi continuer à faire des belles maquettes avec des NX HR vraiment très très bas débit. Ça va descendre jusqu'à 9,5 MB par seconde. Donc du coup on va pouvoir se partager. Et l'idée c'est que là on va réellement rajouter la dernière roue qui manque au carrosse, ce beau carrosse, qui est avoir toute la chaîne de la production à la post-production. Et puis plus tard il faudra la diffusion, mais effectivement on n'a pas encore, je dirais, tous les canaux. Voilà, donc ça c'était directement une petite explication. Les produits à vide, vous connaissez, c'est le système de montage traditionnel, ça n'a pas changé. Je dirais que le 4K qui apparaît donc à partir de décembre uniquement chez Avid, bah, ça va être juste une nouvelle résolution, un nouveau format, et effectivement briser aussi les problèmes de bande passante, débit, machine, stockage, partage, qui sont, je dirais, le cœur propre de la post-production. Voilà. Donc, normalement on va pouvoir enfin travailler tout le monde en 4K et à plusieurs, pas juste une machine, on voit des images en 4K. Est-ce qu'on peut imaginer ce codec directement chez des fabricants de caméras? C'est une très bonne question, tout à fait. L'idée c'est qu'on avait à l'époque inventé le DNX HD, ça remonte à 2007. Quand je dis inventé, c'est qu'il n'existait pas à l'époque un codec HD de post-production. Il y avait effectivement des très bons codecs de captation, mais pas adaptés à la post-production. Un an plus tard est apparu l'Apple ProRes, qui est exactement la même chose, mais c'est le même codec chez Apple. Et l'Apple ProRes s'est démocratisé, on l'a vu apparaître chez n'importe quel fabricant. Donc l'idée c'est qu'effectivement le DNX HD, c'est déjà présent chez les fabricants de caméras. Le DNX HR c'est la même chose, c'est un codec totalement ouvert, on peut directement l'implémenter dans n'importe quelle caméra. Très bien, là-dessus tu... Notre dernière caméra, alors on parle pas de 4K, désolé, mais notre dernière caméra d'épaule dédiée au sport, aux news, au magazine, qui fait du 120 images par seconde, la X500 qui est sur notre stand, enregistre nativement du DNX HD, par exemple. Petit exemple. Plus tard, le DNX HR. Voilà. Donc aujourd'hui, juste pour dire vraiment un mot là-dessus, le codec, c'est pas du tout le nerf de la guerre, quoi. Pour être sur ce marché, pour nous, quel que soit l'industriel, c'est l'interopérabilité, il faut être ouvert. Comme je le disais, nous, notre XAVC qui joue dans VLC, c'est qu'il n'est pas Sony, ce XAVC, c'est du MP4 par 10. Et voilà, l'idée c'est d'être ouvert et interopérable. Aujourd'hui, c'est fini l'époque où on peut avoir un workflow intégralement verrouillé. Ça, c'est vraiment pas la peine de passer du temps dessus, ça n'a rien pour personne. Ok, n'hésitez pas à poser vos questions si vous voulez, je les aurai sur ma tablette, mais est-ce qu'on a des questions dans la salle? À la méthode analogique, on lève le bras. Pas de questions, il y a autant de personnes, il n'y a pas de questions. On se lance. Bon, 4K, soit c'est incompréhensible, soit tout le monde soit tout le monde a compris, donc vous pouvez ensuite passer les bons de commande sur les différents stands. On parlait, Fabien, tu parlais d'interopérabilité. Est-ce qu'on en est où justement, à ton avis, de
espéranto où on pourra l'image Sony la monter sur Avid, sur Adobe Premiere ou sur d'autres ou sur de l'Edus. Quelles sont les grandes étapes, le calendrier qu'on peut avoir? On a parlé là beaucoup sur il y a eu UHD1, UHD2, mais entre les deux il y a un entre deux qui serait un UHD1, mais non pas à 50 mais à 100 images par seconde. Là aussi, est-ce que Sony il travaille? Qu'est-ce qu'il propose dans ce domaine? Alors, question numéro 1, donc l'interopérabilité. Donc aujourd'hui, j'aurais pu ramener le petit slide, mais si vous voulez regarder ça, c'est sur notre site web, vous avez tapé XAVC. Donc nous, l'XAVC, c'est ce format MPEG-4 qu'on utilise pour l'encodage de la HD et du 4K, de la ultra haute définition. C'est le même algorithmique. Donc à l'heure actuelle, c'est pas trop mal. On a quand même la majorité des plateformes. Donc là, le slide, on voit sur Avid Media Composer, on a en décembre le décodage, rencodage du XAVC 4K qui arrive. Voilà. Apple, c'est simplement la prise en charge native sur le Final Cut Pro 10 du XAVC 4K qui existe aujourd'hui. Apple a une politique qui fait que le rencodage, la sortie de timeline, ils imposent le ProRes, et ça c'est pour tous les fabricants, ça c'est une particularité Apple. Sur Edus, je ne veux pas dire bêtise, mais je sais que c'est au moins bon pour le décodage. L'encodage, j'aurais dû faire une révision avant de venir. Et pour Premiere en général sont assez rapides, il faut bien leur donner ça. Adobe, ça va assez vite, c'est toujours les premiers, c'est eux qui ont fait les tout premiers, le décodage, rencodage du flux XAVC. Juste pour refaire un petit point, XAVC c'est quoi? C'est ce fichier 4K qui est en extension MXF, donc l'extension Pro, donc là il y a la caméra qui se balade là dans les mains de tout le monde, la petite carte qui est à l'intérieur, dessus vous avez ce fichier 4K XAVC. En intra c'est du 500 mégabits par seconde, donc du 4K à 50p, d'accord? Donc ça c'est directement sur le fichier. Vous avez un autre workflow, qui est celui dont parlait Patrick, qui est le workflow RAW, donc qui lui est le plus haut niveau de qualité que vous puissiez avoir, puisqu'il n'y a aucune compression, rien qui est touché sur l'image au moment de la prise de vue, et tout va se faire au moment de la post-production. Vous allez décider de développer votre image vers le RVB et vers un format compressé. Donc voilà deux workflows pour le 4K. Et dernier point avant de passer la parole, sur l'évolution. En effet, aujourd'hui, pour pouvoir bien profiter, surtout sur du sport, d'images animées en 4K, il faut pouvoir aussi monter en vitesse. Donc le 50p c'est un minimum. Aujourd'hui on est 50i à la télé, à la maison, même avec la TNT. Donc le 50p, 50 images pleines par seconde, ça c'est le minimum. C'est comme ça qu'a été fait la Coupe du Monde, notamment la finale avec les caméras Sony. La dernière Coupe du Monde de foot. Et ensuite, quand on va monter encore en vitesse, eh ben on va aller au-delà de tous ces flux quadruples, quadrant 3G SDI. Et c'est à ce moment-là, comme le disait très bien Didier, qu'on voit les premières personnes qui disent « moi je veux passer sur l'IP ». Ah oui, il va falloir que toutes les infrastructures broadcast qui existent aujourd'hui sur le SDI basculent vers une autre méthode de transmission. Nous, chez Sony, on a choisi l'IP, mais ça pourra être peut-être autre chose à ce moment-là, pour pouvoir paquetiser ces 4096 par X pixels à 100 images par seconde, avec peut-être de la profondeur de couleur qui va aussi s'améliorer avec le HDR. Et donc, voilà, le prochain vrai bottleneck pour moi, c'est vraiment ce passage du SDI au IP qui va permettre l'infrastructure dans les cartes régie et dans les chaînes de télé pour tout le workflow 4K. Alors il y a une question de public, on a un petit peu répondu, mais malgré tout, sait-on si les chaînes de télévision, alors je sais pas si c'est en France ou en Europe ou à l'étranger, envisagent une mise en place de l'UHD dans un avenir proche? Déjà sur la France, est-ce que, en dehors des expérimentations, souvent c'est vrai que les chaînes font une grande émission du sport, un The Voice ou autre, voilà, là où il y a de l'audience, ils font des tests, mais au-delà de ça, est-ce qu'on a déjà quelques infos confidentielles? Didier? Alors, les confidentiels, je ne sais pas, mais on est en train de se rendre compte que beaucoup de chaînes de télé réfléchissent à passer leurs infrastructures en 4K. Donc, pouvoir être capable de pouvoir passer du 4K. C'est-à-dire, aujourd'hui, réfléchir à l'IP, exactement. Comment est-ce que je vais faire passer mon 4K dans mon infrastructure, à travers mes grilles, à travers ma conversion, etc., etc. Donc c'est vraiment l'infrastructure qui est importante. Et ce qui est vraiment le cœur de la chaîne de télé, c'est l'infrastructure. On a beau avoir une belle image à l'arrivée, belle image à la sortie, si l'infrastructure est incapable de passer d'un 4K, du signal tel qu'on le filme, il n'y a aucun intérêt.
Si, il y en a un. Il y a un intérêt, c'est ce que tu disais tout à l'heure, stocker pour un usage ultérieur, patrimonial. D'autres infos, oui, Patrick? Il y a un système qui est en train d'être testé. Donc c'est de la 4K à la demande. Donc je ne suis pas technicien, j'en ai plein autour de moi là. Donc je pense qu'ils vont. Alors je pense que Fabien, ça doit te dire quelque chose, le HBB TV version 2. Donc je sais qu'il y a des grands groupes à l'heure actuelle qui sont en train de faire des tests avec des distributeurs d'écran 4K. Donc le système est très simple, c'est ce qu'on appelle le push VOD. C'est-à-dire que par exemple France 5 me diffuserait mes images en SD, il y a un petit système qui apparaît en disant vous avez un téléviseur 4K, est-ce que vous avez envie de le voir en 4K? Il faudrait être débile pour ne pas pouvoir le faire, donc vous appuyez sur la touche et à ce moment-là, ça va être l'image 4K va être créée à partir du moment où France Télévisions aura cette capacité d'avoir déjà le master en 4K et de diffuser, et ça vous allez par flux pouvoir le récupérer. Donc vous aurez une période de téléchargement. Voilà, c'est tout ce que je sais en technique. Est-ce que c'est ça ou pas? Oui, c'est ça. Voilà. C'est Fransat, la filiale de Telsat, qui réfléchit sur cette technologie et sur ce... C'est effectivement, là je suis en train de me dire qu'effectivement c'est bien d'avoir tourné en 4K parce que quelque part ces chaînes de télévision, même s'il n'y a pas une diffusion de flux de la totalité des programmes, c'est qu'on pourra, comme le système VOD, aller demander le 4K à la demande quand vous êtes équipé. Il y a déjà aujourd'hui le Netflix, on va beaucoup plus entendre parler de Netflix avec leur programme phare qui est House of Cards. House of Cards, alors je pense pas sur la distribution en Europe, mais aux US il est disponible on demand, donc évidemment pas en vision directe, mais on télécharge le fichier 4K. Et au NAB, là pour ceux qui ont pu passer au NAB, il était sur les écrans de notre stand, vous voyez, et c'est vrai que c'est assez sympa de voir une série télé en 4K, on la redécouvre en tout cas, c'était un été. Alors, une question un peu technique. Vous parlez de passer à l'IP, mais que faites-vous des normes 6G, 12G, SDI? Didier, c'est toi qui as parlé de l'IP, c'est toi qui t'y colle. Je sais pas. Un peu trop technique pour moi. Qu'est-ce qu'on fait des normes? Je sais pas. Je sais que l'IP, on est vraiment dans la stratégie d'IP, c'est-à-dire qu'on est en train de développer, on a développé. Alors la norme sur laquelle on s'est basé, c'est la SMPTE 2022-6, en fait, si ça parle à quelqu'un. Je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde. C'est la norme IP sur laquelle on travaille pour faire passer nos signaux sur un câble. Voilà. Après les autres normes, je ne sais pas qui a posé la question, mais c'est pointu ça. Donc en confidentiel après, en one-to-one. Non mais sinon, on va juste rapide, on va pas épiloguer, on va faire tout un débat sur les standardisations, les normes et autres. C'est vrai qu'on peut pousser le SDI, il était simple, il est devenu 3G HDSDI, il est devenu 6G, etc. Mais il y a bien un moment où on va atteindre des problèmes, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut faire un quart 4K, donc on multiplie tout par 4, les câbles et tout, on est en train d'alourdir par plusieurs tonnes de câbles les infrastructures. Alors on n'est plus en train de parler de choses informatiques dans le passé, on est en train de parler de poids des câbles et des paires de cuivre. À un moment, l'IP, c'est ce qui est la meilleure façon pour multiplexer, donc on découpe le signal et on le fait passer par paquet à l'intérieur. Demain, si on veut avoir des systèmes, des infrastructures évolutives, moi personnellement je pense pas que le NICA, je pense qu'on a vraiment le temps, il y aura beaucoup de satis, on pourra en parler avant que ça devienne quand même une réalité, mais bon. Si on veut pouvoir faire du HDR, donc augmenter la profondeur d'image avec des niveaux de noir qui restent là mais des niveaux de blanc qui vont monter avec des nouveaux moniteurs, etc., il faudra pouvoir faire évoluer également l'encodage du signal tel qu'il est aujourd'hui. Donc l'IP, c'est quand même la source, la méthode la plus souple, puisque c'est de l'informatique pure, au niveau du bit, c'est la méthode la plus souple pour faire évoluer les infrastructures. Si aujourd'hui on change un quart complet et qu'on le construit en IP, on est sûr qu'il est évolutif. Très bien. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Le deuxième souci de l'IP, c'est quand on prend un switch IP, en fait il y a plein de collisions. On n'est pas sûr d'avoir le signal à la milliseconde. Donc ça c'est un vrai souci en IP. Donc avec toutes ces normes qui sont écrites en ce moment, qui sont acceptées, mais aussi des contrôles de switch IP qui peuvent être, je vais mettre des guillemets à grand public, peut être du Cisco ou autre professionnel, on arrive à éviter ces collisions et avoir des signaux qui arrivent
en temps, à temps. C'est le travail que fait Grass Valley aujourd'hui. Je ne sais pas si où vous en êtes chez Sony, mais c'est le travail que fait Grass Valley aujourd'hui avec sa gamme de switching IP. Ce que je propose, c'est qu'il y a une conférence dédiée ce qui s'appelle la fin du SDI, qui sera demain, je crois, et auquel on participe. Donc venez donc, on va continuer cette discussion lors de cette conférence. Il y aura tout, ce sera dédié là-dessus pendant le dinner. Ça va être magnifique. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Les questions qui sont là, on les a un petit peu, je pense, abordées ou déjà répondues. On se prend éventuellement une dernière question s'il y en a. Sinon, écoutez, si vous avez des questions en one-to-one, nos intervenants restent un petit peu avec nous et je pense qu'on peut les applaudir. Merci à vous. Merci aux équipes d'AMP Visual TV et au BTS Jacques Prévert de Boulogne pour la production. On se retrouve demain, beaucoup de conférences, une masterclass, je pense, passionnante demain avec Jean-Pierre Jeunet. Donc soyez nombreux et je vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne fin de semaine. Merci à vous tous.